Post Canada n'est pas en grève ce matin, du moins, comment dire, pas complètement. Pas complètement. Alors, souvenez-vous, le syndicat avait émis un préavis de grève qui entrait en vigueur à partir de minuit 1 dans la nuit de jeudi à vendredi. Alors là, on avait hâte d'avoir un peu des nouvelles. Voici l'état de situation. Le syndicat a déclenché une interdiction de travailler des heures supplémentaires. Donc, c'est la grève des heures supplémentaires. Conséquence de tout ça, Post Canada va pouvoir poursuivre ses opérations, mais il faut s'attendre à des retards. Et la façon dont le mouvement de grève... C'est de la bonne pub, dire... Oui. On va donner le service, mais pas fiable. C'est ça. Mais lent, puis... fragile. Imagine dans le privé, tu dis, va donner un service, là, mais pas fiable complètement. Du bon service. Y a-tu du service? Non, il n'y a pas de service. Ouais, pas fiable. Non, pas tant que ça. Parce que, est-ce que ça va évoluer ou est-ce qu'il y aura une gradation dans les moyens de pression? Maintenant, la Société d'État va informer la population et les entreprises canadiennes si des mesures de grève prenaient de l'ampleur et si des changements allaient affecter les opérations postales. Donc, on sait que l'automne avait été très, très, très pénible, notamment pour les PME en raison de cette grève-là. Et on a appris cette semaine, puis c'est ce qu'on lisait dans le journal, que déjà, il y a certaines PME, face à la menace qui planait, qui se sont réorganisées, qui ont fait affaire avec des transporteurs privés. On a beaucoup parlé de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. C'est maintenant celui de Mont-Laurier dans les Hautes-Laurentides qui défraie la manchette ce matin. J'ai mal à mes Laurentides, Mario, ce matin. Là. Des mouches, des coccinelles, des abeilles qui envahissent les salles, y compris les blocs opératoires de l'hôpital de Mont-Laurier. C'est ce qu'on peut lire donc, dans le journal ce matin. C'est à la une. Une situation qui est jugée complètement particulière. Et tu sais, des fois, il y a des choses qui sont aberrantes. Puis j'essaie de vous les raconter. La solution, ça a été des tapettes à mouches. Bon. Fait que ça, là, tu sais, c'est ça, là, la solution. Même des tapettes à mouches utilisées dans des salles d'opération. Mais des fois, je lis des choses, puis je me dis, ça a pas de On a une sens. photo à l'écran, les gens l'ont vu, oui. là. On a remis les infirmières d'une tapette à mouches. Exactement. Comme au chalet, là. Comme au chalet. Fait que t'as un bistouri, puis après ça... Hey! La tapette à mouche. La tapette à mouche, c'est le nouveau stéthoscope. Bon, comment on explique ça? Il y a même des chauves-souris qui ont été vues l'hiver dernier là, au rez-de-chaussée. Maintenant, comment on explique ça? C'est un bâtiment qui est vétuste, construit en 1949. Il y a des enjeux de santé, de salubrité. Et bien que la direction assure que la stérilité est toujours respectée, c'est un problème qui illustre aussi l'urgence de rénover les installations. Alors, les besoins sont grands pour Maisonneuve-Rosemont, mais on dit qu'il y aurait quelque chose d'aussi simple que des moustiquaires, qui sont abîmés. L'une des raisons de l'entrée exact. Non, c'est ça. Fait qu'on n'a pas remplacé des moustiquaires. Alors là, tu comprends bien que les... Hein? Ouais. Comme on dit, les portes sont ouvertes pour l'entrée de toutes sortes de petites bestioles. Là. Mais c'était prévisible qu'après Maisonneuve-Rosemont, il y a beaucoup d'hôpitaux du Québec là, qui sont vieux, qui sont dans un état de décrépitude. Alors, c'était prévisible que s'il y en a un, évidemment, à Montréal, souvent, ça fait la manchette en premier parce que c'est proche des médias. Mais je me disais, il me semble qu'il y en a une couple en région qui vont dire, hey, nous autres aussi, on va envoyer des photos. On va envoyer des photos au journal. On va... et que c'est pas... Il y a plusieurs hôpitaux qui sont dus pour des réparations. Et ça me ramène malheureusement à cette chronique que j'avais. Tout est à réparer au Québec, l'école, l'hôpital, viaduc, route. Et l'explosion des coûts de construction, des coûts de rénovation, tout. Il y a un côté vraiment décourageant. J'ai en tête cette phrase de la mairesse de Longueuil qui dit, moi, je suis plus capable de gérer. Là. Je veux changer un feu de circulation, ça coûte 1 million. Fait que tu sais, c'est plus moyen de faire travailler des gens. Dès que c'est pour le gouvernement, il n'y a plus aucun prix raisonnable. Alors, comment on va faire pour s'en sortir, de rénover tout ce qu'il y a à rénover? Au-delà de trouver des coupables, mais comment on va faire pour rénover tout ce qu'il y a à rénover dans l'état actuel des coûts de la construction? Je sais pas, sincèrement. Non. Puis dans le cas de l'hôpital de Mont-Laurier, initialement, les travaux de rénovation s'est repoussé constamment depuis 2018. Puis une photo, il y a même un pigeon. Il y a même un pigeon qui est entré dans une chambre l'hiver dernier. Il y a la photo là, du pigeon. Là, on est rendu là. Est-ce qu'il était porteur d'un message pour le malade, le patient? On parle souvent du virage numérique dans le domaine de la santé. Est-ce que c'est un retour après les fax? Est-ce que c'est un retour au pigeon voyageur? Je ne sais pas. Bon, une histoire qui concerne une pharmacienne de Laval qui est un peu bureaucratique dans l'approche, mettons. Ouais, ça va vous faire réagir, OK? On fait un retour. On est en décembre 2024. Il y a un policier qui se présente dans une pharmacie avec un enfant de 6 mois qui fait un choc anaphylactique. OK? Donc là,
Le policier... On craint pour la vie du Absolument, bébé. Ben oui. Alors, situation d'urgence. C'est écoute, plus que situation d'urgence. Là. Donc, là, se présente avec l'enfant en choc pour obtenir un auto-injecteur donc, qui contient de l'épinéphrine, donc un EpiPen. Donc là, le policier se présente à la pharmacie avec l'enfant et là, il se bute à une pharmacienne qui s'appelle Laurence Piché, on va la nommer, qui, elle, aurait, selon ce que nous raconte le journal, refusé de lui remettre sur le champ le fameux EpiPen. Ben là, elle n'a pas refusé. Il y a une procédure. Ben voilà. Parce Moi, que... j'ouvre un dossier. Exactement. Moi, j'ouvre un dossier. Ben oui, c'est ça. Tu prends la carte. Faut que tu le payes. Tu payes, faut que quelqu'un paye. Juste après. Ça, tu vas D'abord, il faut ouvrir un dossier. Oui. Tu prends la carte. Oui. Ben là, il y a Rentrer toutes les informations J'ai dans un mon enfant en choc dans les mains, là. Non. Lâche-moi avec l'enfant. Il y a une procédure. Y a-tu une procédure? En principe, il y a une procédure. Bon. Ça sort pas un EpiPen de même, il y a une procédure. L'ordinateur. Oui. Dossier. On ouvre l'ordinateur. On ouvre l'ordinateur. On a dossier. Dossier, ça prend la carte. Ça prend la carte, là. Pas de carte. Pas de carte, pas de dossier. Bon, après ça, une fois que tu as ouvert le dossier, faut que quelqu'un paye pour ça, là. Oui, parce que si tu payes pas, tu l'auras pas. Non. Hey! Il faut que quelqu'un paye pour ça. Ça sort pas un EpiPen comme ça, là. C'est tellement 2025, cette histoire-là. C'est tellement... tu te dis, OK, il y a la vie humaine, mais non. Non. Il y a une procédure, il y a une façon de vous faire. permettra d'obtenir le formulaire rose. Le formulaire rose. Il est nécessaire pour l'obtention du laissez-passer A38. Guichet 12, deuxième étage, escalier B, couloir J. Pour le Ça, c'est un enregistrement officiel de la séquence, Mario. La Je pense que c'est Ça un me extrait rappelle d'Astérix. Astérix. Je pense que c'est un extrait d'Astérix. Un extrait d'Astérix, oui, mais qui en dit tellement. On rit d'Astérix, mais c'est ça pareil. Ah, ben tout à fait. C'est quand même ça qui s'est produit. Ouais. T'as la police devant toi, situation d'urgence, vie en jeu. Une procédure, là. C'est incroyable. Mais là, dans ce cas-ci, puisque je veux quand même vous raconter comment ça se termine, parce qu'on s'inquiète tous de la vie de cet enfant-là. Le policier, face à la fermeture de la pharmacienne, dit « Garde, je vais revenir plus tard, je vais régler les comptes. » Mais la pharmacienne se serait montrée inflexible, si bien qu'elle a été accusée en février d'entrave au travail d'un policier pour son refus de collaborer. Et là, heureusement que les policiers ont réussi à mettre la main sur une autre dose d'EpiPen, mais pas là, dans une autre pharmacie. Alors, ce qu'on a appris, c'est que le bébé, aujourd'hui, il est en santé, il a survécu à tout ça. Mais pour ce qui est de la pharmacienne, elle a comparu une première fois en mars. Elle doit revenir en cours la semaine prochaine. Elle pratique depuis 2014 et elle travaille à la pharmacie Jean Perrault et Nicolas Rompré. C'est une bannière de Jean Coutu dans le quartier Sainte-Rose à Laval. Il y a eu une plainte à l'Ordre des pharmaciens aussi qui a été formulée. J'espère que le tribunal va respecter toutes les procédures. Ah, il faut. À la lettre, à la virgule près. Bon. Hier, le vérificateur général qui nous présente un dossier qui n'a pas surpris grand monde, là, mais un dossier vraiment pointu là, sur tous les temps d'attente, les procédures dans les services ambulanciers. Et les constats qui se dégagent de ça, essentiellement, c'est que les chances de survie des Québécois sont compromises en raison de délais d'information. Les délais d'intervention, je veux dire, qui sont beaucoup trop longs des services ambulanciers. Quand on regarde globalement, au Québec, il y a à peu près la moitié de la population qui n'ont pas accès à un service de premier répondant. Il y a 4,4 millions de Québécois qui sont touchés. Maintenant, pour ce qui est des délais, ça va au-delà de 10 minutes dans bien des cas, dans plusieurs régions du Québec. Puis on sait que les chances de survie, au-delà de 10 minutes, là, ça diminue. Là. C'est pratiquement anémique. On parle des dossiers d'arrêt cardiaque. On parle évidemment pas... On parle de tous les dossiers qui sont considérés les très urgents. Oui, exactement. L'autre gros problème, c'est lorsqu'une ambulance, par exemple, se présente dans un établissement, dans un hôpital. Après ça, le délai pour libérer le patient. Souvent, là, en moyenne, c'est 45 minutes que les ambulanciers sont pris à l'urgence, à l'hôpital. Ça, c'est un dossier que je comprenais pas à une époque, puis je me suis fait expliquer. Ouais. Il y a une notion légale. Toi, t'as un accident, là. Tantôt, t'es hospitalisé, t'es amené en ambulance. Les ambulanciers, les paramédics sont responsables de toi. Et il peut pas y avoir une période de 3 minutes où plus personne n'est responsable du patient. Donc, en d'autres termes, il y a un moment clé où là, l'hôpital signe le dernier papier et dit « Je prends la charge du patient ». Et à partir de là, s'il arrive de quoi, s'il y a une défaillance, c'est l'hôpital qui est responsable, mais jusqu'à cette minute-là, c'est l'ambulancier. En d'autres termes, les ambulanciers peuvent pas te sacrer là dans le corridor, te transférer d'une civière à l'autre puis s'en retourner. Il faut qu'ils attendent que l'hôpital ait comme accepté légalement, là, en signant le dernier...
OK, on le prend en charge, puis nous sommes désormais les responsables de ce patient. Et c'est ça, des fois, qui prend... Souvent, écoute, il prend 1 heure. Là, dit la moyenne, c'est 50 minutes, là, mais dans un tiers des cas, ça dépasse l'heure. Donc là, pendant ce temps-là, les paramédics, ils font rien. Ils font essentiellement rien. Et c'est ces délais-là qui sont beaucoup Ils accompagnent un patient, ils tournent en rond. Puis moi, je l'ai déjà vu, là, à l'urgence, ça va des paramédics. Moi, je l'ai vu comme j'étais assis dans l'urgence, puis je voyais des paramédics qui traînaient dans le corridor. Ils faisaient rien. Ils accompagnaient le patient. Des fois, ils jasent avec un petit peu si le patient est en état de jaser. Mais ils attendent que l'hôpital fasse la prise en charge. Puis là, à l'urgence, on est débordé, puis qu'on n'a pas le temps de faire la prise en charge. Mais as-tu idée de ce que ça coûte, ça? Sur l'ensemble du réseau. Des ambulances qui sont pas sur la route, qui sont pas là, pas disponibles pour le prochain patient, mais c'est ça. Ben oui, mais puis lorsqu'on entend le premier ministre dire on peut pas avoir une ambulance à tous les coins de rue, c'est sûr, on comprend ça, là. Oui, mais il faudrait que ça peut peut-être réorganiser le travail puis optimiser. Par contre, pour ce qui est des premiers répondants, ça, je sais qu'on vise en 2028 d'avoir 80% de la population couverte. J'ai hâte de voir comment on va s'y prendre dans le rural. Parce qu'à Montréal, c'est bien simple. Les premiers répondants, c'est les pompiers. C'est ça. Puis comme tu as des casernes de pompiers partout, puis il n'y a pas d'incendie tout le temps, les pompiers sont formés pour les manœuvres de réanimation cardiaque. Une personne qui s'étouffe avec de la nourriture, les pompiers sont vraiment bien formés. Et on dit dans 73% des cas, ils arrivent avant l'ambulance. Donc, quand les ambulanciers arrivent... Et là, on parle toujours, oubliez tous les cas moins urgents. Et on n'appellera même pas les premiers répondants. Quelqu'un a besoin d'une personne très âgée, besoin d'un transport en ambulance. Dès que la vie est en jeu, et dans 73% des cas, les premiers répondants arrivent avant les ambulanciers, même en moyenne de 4-5 minutes avant. Donc, ce qui veut dire que quand les ambulanciers arrivent, il y a déjà quelqu'un qui fait un massage cardiaque. Donc, les chances de survie de la personne, puis de survie dans une récupération de meilleur état de santé. Mais en milieu rural, les pompiers, dans les villes, moi, dans le comté que je représentais à l'Assemblée nationale, les pompiers, là, pour l'essentiel, dans les villages, c'est des pompiers volontaires, là. Donc, le pompier, c'est un agriculteur. L'autre pompier, il travaille sur la construction. L'autre pompier, il travaille au garage. Ils sont formés comme pompiers, mais ils sont pas dans une caserne. Là, ils sont pas stand-by, là, dans une caserne. Non, ils sont pas dans une caserne prêts à agir, là. Fait que, est-ce que tu vas avoir d'autres gens comme premiers répondants? Peut-être. Je dis pas que ça se fait pas, là, le pharmacien du village ou des gens comme ça qui sont... Mais 24 heures, quand on dit on veut des premiers répondants, 24 heures sur 24, en milieu rural, disponible pour agir en 3, 4, 5 minutes. Je sais pas. Ça me paraît, à première vue, ça me paraît une grosse commande que le gouvernement s'est donnée. Mais enfin, ce sera à suivre. La SAC, cette commission d'enquête sur SACLIC, a pris une toute nouvelle tournure au cours des dernières heures, surtout dans la journée d'hier. Oui, 2 révélations et 2 témoignages, coup de poing, et il y a un texte qui est très, très bon dans la presse, celui de Maxime Bergeron, qui titre « Bar ouvert à la SAC ». C'est carrément ça, là. D'une part, ben, tu sais, puis là, je t'en cite un extrait, là, tu sais, on apprenait que il y a des consultants externes qui ont vu leur taux horaire bondir mystérieusement de 82 $ à 350 $ de l'heure. Il y a 24... Parce qu'ils sont passés d'un statut, je sais pas quoi, ils sont comme devenus consultants, ils ont changé de statut. Fait que c'est la même personne qui fait le même travail, mais tout à coup, il vaut 4 fois plus, là. Non, c'est ça, parce que effectivement, leur titre a changé, là. Tu sais, ils sont devenus mais comme je suis pas sûr, experts. mais je suis pas sûr que l'employé, c'est l'employé qui garde la différence, là. Ça donne un petit peu l'impression qu'il y a quelqu'un qu'il y a des entreprises qui se graissent au-dessus de l'employé, là. Ouais, alors là, 24 000 heures facturées à 350 $. Puis là, ben, du côté de la SAC, ça n'a pas l'air de déranger trop de monde là-dessus. Puis ça, c'est 6,4 millions de dollars de dépassement. Ça, c'est uniquement pour ça. Puis après ça, ben, il y a un homme qui a tenté d'alerter tout le monde pendant quand même là, plusieurs mois. Il s'appelle Martin Després. Lui, il est un vérificateur interne. Exactement, oui. Puis à chaque fois, des réponses floues, du vasouillage. Ça, c'est quand il y avait des réponses, selon le compte-rendu qu'on peut lire. Puis après ça, un autre auditeur externe de la SAC, lui, ce qu'il a dit en après-midi, il s'appelle Martin Lapierre, lui, ce qu'il a dit, c'est que, je te cite encore l'article, des appels d'offres auraient été taillés sur mesure pour des proches du responsable de SACLIC, Carl Malenfant. Alors là, tu te dis, attends une minute, là. C'est quand même particulier. Donc, des appels d'offres qui faisaient qu'il y avait une seule personne qui pouvait répondre. Voilà. Fait que là, t'as plus de concurrence. Ben non, et ça aurait été,
donc des proches de Malenfant qui étaient qui obtenaient les contrats. En tout cas, là, j'ai l'impression qu'on commence à rentrer. Parce que jusque-là, c'était toujours la même question. Des gens du conseil d'administration, puis après ça, les ministres, on était toujours dans la question, est-ce qu'ils ont assez surveillé? Est-ce qu'ils ont laissé passer? Mais en même temps, les membres du conseil d'administration ou les ministres, ils n'ont pas mis d'argent dans leur poche, tu comprends? Peut-être que tu peux les blâmer, dire vous n'avez pas assez surveillé, vous n'avez pas posé assez de questions, mais il n'y a aucun membre du conseil d'administration qui est accusé d'avoir détourné cet argent-là. Ou, tu comprends? À la limite, il était assis à une table, il ne posait pas assez de questions, tu peux leur reprocher un manque de... Mais là, tout à coup, on arrive dans l'argent. Là, c'est une autre dimension. Parce que c'est une chose de dire t'as pas assez surveillé, ça n'est une autre de dire OK, l'argent est allé où? Là? C'est un demi-milliard, 500 millions. L'argent est allé où? On a payé X milliers. Est-ce qu'on a vraiment payé ces heures-là? Est-ce qu'ils ont vraiment été travaillés? Est-ce qu'ils ont été payés des tarifs raisonnables? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est engraissé sur le chemin avec notre argent? C'est ça, là, on rentre dans une question qui est plus sensible. On arrive à l'heure du verdict, Marianne, pour les papis braqueurs, ceux qui ont volé les bijoux de Kim Kardashian. Après un procès qui a duré 4 semaines, les 10 personnes qui sont accusées d'avoir participé au braquage de Kim Kardashian, si je vous rappelle, c'est survenu dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016. Ils vont connaître leur peine aujourd'hui au Palais de justice de Paris. Le verdict est attendu potentiellement dans la soirée, heure de Paris. Donc, ça va être après-midi, en ce midi. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé tôt ce matin? En cours de matinée, les accusés ont pris la parole pour une dernière fois avant qu'on leur fixe leur sort. Selon ce qu'on dit, il y a plusieurs des accusés qui clament leur innocence. Il y a un accusé, par contre, Younis Abbas, auteur du livre « J'ai séquestré Kim Kardashian » aux éditions L'Archipel en 2021, qui a déjà reconnu sa participation dans cette affaire-là. Il s'est adressé à Kim Kardashian. Il lui a dit qu'il lui a demandé pardon. En fait, il lui a dit qu'il était désolé de ce qu'il aurait pu faire, qu'il regrette amèrement, que c'est sa responsabilité. Et je vous rappelle à Omar Haït-Kedash, qui est celui qu'on soupçonne être le cerveau de l'opération. Lui, il a présenté ses excuses, mais il n'a pas dit qu'il était innocent, il n'a pas dit qu'il était coupable non plus. Donc, ça va être à suivre dans les prochaines heures. Donc, la Cour a demandé aux accusés de revenir vers 19h, mais on se doute que le verdict ne sera pas rendu à cette heure-là. Donc, ça suivra le plus tard en soirée, heure de Paris. On va suivre ça certainement. Et est-ce qu'on va avoir une série dans la conférence dans l'Association de l'Est? Ça va se régler en 4. En tout cas, parti comme c'est parti là, les Hurricanes de la Caroline ne sont pas du tout dans le coup. Là. Hier, c'était le match numéro 2 de la finale de l'Est. Les Panthers de la Floride qui ont rincé les Hurricanes 5-0. Fait que là, c'est 5-1, 5-0. Ouais. Ça fait comme si tu additionnes les deux matchs 10-1. Non, ça, c'est à domicile en Caroline. Raleigh, c'est l'équipe locale qui s'est faite... Alors, début de Forsling, Ketchuk, Bennett 2 fois et Barkov. Sergei Bobrovski a repoussé donc 17 tirs seulement. Ouais, moi, j'ai regardé un peu. Après 2 périodes, là, il y avait 7 tirs à Caroline. C'était pas là, pas en tout. Puis Rob Brindamour avait essayé d'allumer cette étincelle-là auprès de ses joueurs. Kotkaniemi a été laissé de côté hier. Il n'a pas joué. Maintenant, la série va se transporter samedi en Floride. Et quand on vous dit c'est sûr que c'est tentant de penser qu'en Floride, ça va se régler en 2 puis c'est pas impossible, faut pas l'écarter. Mais pour ce qui est des Hurricanes de la Caroline, ils sont incapables de gagner en finale de l'Est depuis plusieurs années. Ils se rendent là. Ils se rendent là. Mais après ça, il se passe plus rien, plus de son, plus d'image. Hier, c'était la 14e défaite de suite en finale de l'Est pour les Hurricanes. 14. Bon. Puis, toujours dans cette idée de ramener la Coupe Stanley au Canada, on était aussi au championnat du monde. Oui, ça a été plus... c'est pas que la petite humiliation qu'on a vécue, le Canada. Pensez que le Danemark, c'est une puissance mondiale au hockey. On était en quart de finale. En fait, le Canada a fini premier de cette division, arrive en quart de finale contre le Danemark, qui est censé être une formalité. Ouais. Et là, arrive la 3e période. C'est 1-1. C'est 1-1. Et là, le Canada domine pas pantoute. Pantoute. Non, pas pantoute. Et le Danemark, donc, qui finalement s'est sauvé avec la victoire 2-1. J'ai vu la fin du match. Ils ont compté à 48 secondes. Ils ont compté à 48 secondes de la fin. Puis là, j'en croyais pas mes yeux, sincèrement. J'étais assis devant la télé, je regardais ça. Si bien que le Canada, c'est terminé. On s'en retourne à la maison au quart de finale. Éliminé en quart de finale. Contre le Danemark. En tout respect pour le Danemark, mais on s'entend que... Ouais. La suite logique des choses aurait dû être le Canada. Ouais, avec les Crosby et autres là, dans l'équipe, c'est pas mal décevant.